Quand j'étais au lycée, je partais dans mon atelier, je pouvais travailler jusqu'à 3 heures du matin. Je viens, je, je dors et à 6 heures, 7 heures, je me réveille, je pars en classe. Le bachelor, tu quittes l'école et tu te mets à ton propre compte, tu deviens un artiste. Il faut être au bon endroit au bon moment et rencontrer la bonne personne. Avec les expériences et les échecs que j'ai eus, c'est là que j'ai compris. Parce que à plusieurs fois, j'ai voulu certaines choses dans ma vie et ça n'a pas été le cas. Bienvenue, Merci. Famakan, Merci. c'est Kiala. C'est un honneur de t'avoir parmi nous. C'est un réel plaisir aussi. J'espère que, dis-moi, comment était ta journée aujourd'hui? Ouais, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que tu as fait de spécial pour une journée comme celle-ci? Bon, j'étais dans mon atelier chaque jour. Je pars, je reste là-bas jusqu'à, on va dire, 16 heures plus tard, quoi. Mais après, s'il y a l'inspiration et l'envie, je peux rester jusqu'à 20h, 21h. Ok, entrons dans le plein du sujet. Tu es un artiste malien. Dis-moi, qu'est-ce que je dois savoir de ton enfance pour pouvoir mieux connaître le personnage qui est en face de moi aujourd'hui? Une très belle question. Alors, je suis Nare Fama Kamagasa. Je suis artiste peintre malien. Mon enfance, j'ai passé à 180 km de Bamako, dans la première région du Mali. Et tout a commencé là, avec les esquisses, comment on appelle, dans l'école primaire, avec la biologie, la géographie. Donc, j'ai commencé à dessiner les croquis et les cartes au tableau. Et c'est là que l'amour a grandi au fil du temps. J'ai commencé à me perfectionner aussi, à m'approcher à des gens qui étaient déjà en avance sur moi. Mais revenons sur les croquis de la biologie sur le tableau. On est là. Là, tu as quel âge, par exemple? J'ai 29 ans. Ouais. Mais si on revient à la jeunesse, par exemple, dans ton enfance, est-ce que tu étais déjà prédestiné à être artiste? Quelles sont les circonstances qui, avec le temps, t'ont amené à choisir ce métier ou à découvrir ce talent en toi? Oui, comme je disais tout à l'heure, depuis le moment où je faisais des croquis à l'école, et je me suis dit, il va falloir que, avec le temps, que je m'améliore pour devenir, comment on appelle, un artiste dans ce que je suis en train de faire. Et quand je faisais le croquis, j'ai commencé à gagner de l'argent déjà à l'école. Ah bon? Ah oui, parce qu'il y avait des élèves qui ne savaient pas dessiner. Donc quand ils venaient me voir pour dessiner, je dis, bon, en contrepartie, tu me donnes quoi? Je dis, bon, je te donne 50 ou 100 francs comme pièce. Je dis, ok. Et à la récréation, ça me permet de m'acheter des choses à manger. Donc, très tôt, tu fais déjà du business avec. Exactement. Et au fil du temps, je me suis intéressé à tout ce qui est calligraphie et sérigraphie. Donc, les t-shirts, mettre les noms, les numéros ou autre chose sur le t-shirt, les photos et aussi les plaques, les autocollants. J'ai fait tout, c'est la peinture bâtiment. Donc, c'est au fil du temps, après 9 ans d'études dans ma ville natale, je suis allé à Bamako pour faire le lycée. Et durant 3 ans au lycée, j'ai commencé à fréquenter un atelier de sérigraphie et aussi de calligraphie pour apprendre davantage. Qu'est-ce qui te motive, par exemple, à fréquenter de tels ateliers? Parce que quand je regarde, et pour beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent, ou d'auditeurs, c'est pas courant, quoi, pour un jeune Africain, même vivant dans la capitale, de côtoyer ce milieu. Qu'est-ce qui, en plus de ta curiosité, qu'est-ce qui te motive à visiter de tels endroits? Oui, c'est une passion pour moi et depuis à l'école primaire, quand j'ai commencé déjà à gagner des pièces, je me suis dit, bon, ça, maintenant, je suis à l'école primaire. Je n'ai aucune expérience. Et avec le temps, si je vais chercher plus d'expérience, je pense que je pourrais gagner plus dedans. Et c'est ça qui m'a motivé à fréquenter des ateliers pour avoir plus de connaissances. Et une fois que j'ai eu le bac, j'ai décidé d'aller faire le concours pour entrer aux Beaux-Arts
le Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia dans la Faségué du Mali, qui est une université d'art dont il y a la musique, la peinture, la danse, le design et le théâtre. Donc, j'ai fait le concours d'entrée avec le bac. J'ai réussi le concours et j'ai fait 3 ans là-bas. C'est en 2018 que j'ai eu ma licence dans cette université. Et pendant les 3 ans, tu te perfectionnes. Exactement. Pendant ces 3 ans, on touchait à pas mal de domaines, que ce soit la photo, la vidéo, la sculpture aussi. Donc, on touchait à ces choses-là à l'école. Donc, pour apprendre davantage, on étudiait aussi l'histoire de l'art. Mais est-ce que à ce moment déjà, tu côtoies déjà des gens qui font dans le domaine, tu côtoies déjà des artistes? Exactement. Ici, je profite pour saluer l'atelier qu'on appelle l'atelier Babylon. Avant d'aller à l'université, je fréquentais cet atelier-là. Et c'est là que j'ai été plus motivé à aller au conservatoire dans cette université parce qu'il y avait déjà des artistes qui étaient à l'international comme Amadou Sango et autres. Et à travers des échanges avec ces artistes qui étaient déjà à l'international, ils m'ont encouragé d'aller faire le conservatoire. Et j'avais des professeurs dans cet atelier-là. Les professeurs de l'université, du conservatoire, Exactement. qui venaient aussi peindre dans cet Exactement. Même jusqu'à présent, ils fréquentent le même atelier. Donc, ils m'ont encouragé, je suis allé et j'ai fait le concours ensuite. Et tu fais 3 ans jusqu'à avoir ton bachelor, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pendant ces 3 ans, tu commences déjà, tu continues à avoir en parallèle le business. Oui, comme toujours. Quand j'étais au lycée, je partais dans mon atelier, je pouvais travailler jusqu'à 3 heures du matin. Je viens, je dors et à 6 heures, 7 heures, je me réveille, je pars en classe. Donc, j'avais ces rythmes-là. Donc, s'il faut résumer ce parcours jusqu'au parcours, bien, ta personne, tu viens d'une famille qui n'a rien à voir avec l'art. Non, ça n'a rien à voir avec l'art. C'est une passion pour moi et j'aime bien l'art. Et c'est cet amour et cette passion qui m'a poussé à être là où je suis aujourd'hui. Ok, et dis-moi, après le bachelor, tu quittes l'école et tu te mets à ton propre compte, tu deviens un artiste. Oui, après, On est en quelle année là? c'était en 2018, j'ai eu la licence en 2018. Et là, je suis revenu dans l'atelier où je préparais le concours et c'est cet atelier aussi que j'ai fait mon stage avant ma soutenance. Et après ma soutenance, je suis revenu dans l'atelier, je continue à peindre. Et c'est là que j'ai fait la rencontre d'un directeur de l'Institut français du Mali qui s'appelle Patrick Giroud. Et il est venu pour une visite, nouvellement venu à Bamako. Et lors de sa visite, il a vu mon travail. Il a dit, j'aime ton travail. Et il était accompagné avec quelques amis. Et c'est ce jour que j'ai vendu ma toute première toile en 2018. On parle là de combien d'euros? Non, c'était à 200 000 francs. Donc c'était un petit format. Et c'est une dame qui a acheté. Et ce jour-là, je me suis rappelé quand j'étais à l'école primaire, je me suis dit, bon, tiens, tu as bien fait de suivre cette passion. Ça peut payer, quoi. Voilà, donc c'est ça. Et du coup, ce directeur, il m'a proposé ma toute première exposition à l'Institut français de Bamako. On est là 2019. Parce qu'en faisant mes recherches, j'ai constaté que de 2019 à 2020, vraiment, tout va à la vitesse. Exactement. À la vitesse de croisière dans ta vie. Dis-nous un peu comment se fait ce changement. Bon, comme on le dit dans la vie, il faut être au bon endroit au bon moment et rencontrer la bonne personne. Ça a été le cas. La rencontre avec Patrick Chirolo, il m'a donné l'opportunité d'exposer à l'Institut français. C'était, un trio avec un de nos professeurs et, un grand artiste malien aussi, designer, Cheikh Diallo. On a fait une expo collective À Troyes. à Troyes. Et après cette expo, un jour, j'ai reçu un mail venant d'une institution française à Paris qui s'appelle les Magasins Généraux.
Mhm. On dit, bon, on a vu ton expo à l'Institut français de Bamako, on a un projet au Maroc, on aimerait t'inviter pour 7 jours sur le désert. Donc, on va en parler de reste là-bas. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et je suis allé au Maroc pour 7 jours. Et après mon retour, je devrais... Comment ça se passe au Maroc? Oui, ça s'est très bien passé. C'est aussi une exposition? Non, c'était juste Juste discuter, une réflexion Mhm. voilà, à propos de l'expo, parce qu'on était plusieurs artistes venant d'Égypte, Soudan, et pas mal d'autres pays d'Afrique, le Maghreb surtout. Mhm. Donc je pense que j'étais le seul qui venait de l'Afrique de l'Ouest. Et du coup, on a passé 7 jours sur le désert pour parler du projet. On a commencé ce projet au Maroc et on a terminé à Paris en 2021. Donc, après cette résidence, je suis retourné au Mali. Je devrais aller une semaine plus tard à Paris pour ma résidence et on a eu l'histoire de Covid. Oh, Ouais. ce Covid a fait beaucoup de changements, hein? Ouais, donc du coup, j'avais déjà le visa et on a tout de suite arrêté le voyage. On a reporté jusqu'à janvier 2021. Et entre-temps, tu restes au Mali pendant toute cette période? Oui, je suis resté au Mali, mais ça, comment on appelle? Je n'étais pas content avec l'histoire de l'annulation parce que je tenais à faire cette résidence, mais bon, ils ont reporté, donc j'avais pas le choix. Et au moment où j'attendais, janvier 2021, j'ai eu d'autres opportunités étant à Bamako. C'est quoi une résidence? Une résidence, c'est, comment on appelle, il y a les particuliers et les institutions. On invite l'artiste, si on aime son travail, à venir passer 1 mois, 2 mois, ça dépend. Mhm. Ça peut, il y a même des résidences d'1 an. Donc, on t'invite, on te paye, il y a des résidences où on te paye tout, 100%. Aller-retour, per diem par jour, le matériel. Mhm. Donc, il y a aussi souvent des conditions où, quand tu termines la résidence, tu laisses une œuvre à l'institution de la personne qui t'a invité. Mais aussi, il y a des institutions qui t'invitent, tu n'as pas besoin de laisser les œuvres parce qu'ils reçoivent des fonds pour faire cela. Donc, c'est ça, une résidence, c'est inviter l'artiste à venir, comment on appelle, dans une zone, peut-être où il connaît ou il ne connaît pas, à venir, tu peux lui donner un thème, ou l'artiste aussi peut amener son propre thème. Il va faire sa création sur place. Après, tu organises une exposition, vente ou une exposition tout court. Ça veut dire l'organisation ou la structure qui invite l'artiste met sur pied tout le matériel, tout le nécessaire pour que l'artiste soit dans les conditions de création, c'est ça? Oui, c'est ça, mais pas dans toutes les résidences. Par exemple, la résidence que j'ai fait à Paris en 2021, c'était une résidence où ils ont lancé un appel à candidature. J'ai postulé, donc je pense en Afrique de l'Ouest, j'étais le seul à être retenu. Et dans cette résidence, les conditions étaient de trouver des partenaires qui vont financer la résidence. Donc, avec le directeur de l'Institut français en ce moment, Patrick, c'est lui qui m'a dit, bon, je paye le billet aller-retour et aussi le logement où tu vas aller faire ta résidence. Donc, il a payé 3 mois à cette institution à Paris qui s'appelle Cité internationale des arts. Et ensuite, le billet aller-retour. Mais après, à Paris, le matériel, la nourriture, le transport, c'était à ma charge. Ok. Revenons en 2021. Ok? On va aller de façon chronologique pour que nos auditeurs essaient un peu plus de comprendre. En 2021, le Covid arrive, tu ne vas pas en France, tu restes sur place, tu continues à travailler dans l'atelier dans lequel tu étais à Bamako. Et c'est en 2021 donc, que tu vas faire la résidence en À France. Paris, oui, c'est ça. Ouais. Il y avait 2021. Et comment tu expliquais tout à l'heure, la vie c'est être au bon endroit au bon moment. Comment est-ce que après Paris, comment est-ce que les choses vont se succèdent? Parce que j'ai vu après Paris, tu fais New York, après ça enchaîne quoi. Ouais, Explique-moi un peu comment est-ce que les choses se sont déroulées. Oui, quand j'étais à Paris, je disais tout le temps qu'il faut que j'aie une galerie à New York. Je me disais tout le temps. Et un jour, je reçois un message Facebook d'un collectionneur français qui m'a dit, bon, depuis 2018, je suis ton travail. Je vois que maintenant, je peux acheter parce que je vois que tu évolues. J'ai dit, OK. Il m'a dit, tu m'envoies ton portfolio. J'ai envoyé le portfolio. Il m'a dit, bon, je vais prendre un tableau.
J'ai dit OK. Ensuite, il m'a demandé, mais tu es où en ce moment? J'ai dit, je suis à Paris en résidence. Il m'a dit, mais qui finance? J'ai dit, bon, l'Institut français a financé une partie, mais le reste, c'est en charge. Il m'a dit, ah, la vie à Paris, ça coûte cher. Donc, je vais prendre 2 autres toiles pour que tu puisses utiliser cet argent durant ton séjour. Je dis, OK, c'est un réel plaisir. Et du coup, je suis allé livrer les œuvres et il m'a payé immédiatement. Et quelques jours plus tard, il m'a dit, mais est-ce que tu es intéressé de travailler avec une galerie à New York? J'ai dit, mais c'est mon rêve. Et je me disais pourtant que je suis à Paris, Ouais. ça tombe bien. Il m'a dit, OK, donc je t'envoie le numéro de ton galeriste qui s'appelle Marc Bernard. Quand j'ai acheté tes œuvres, je lui ai envoyé les images. Une fois qu'il a reçu les images, il a dit qu'il est intéressé et qu'il veut travailler avec toi. Et le collectionneur m'a dit, ça fait plusieurs années que je travaille avec ces galéristes. À chaque fois que j'achète, je lui envoie les œuvres. Et tu as été le premier artiste avec qui il a dit qu'il veut travailler. Et on a fait la mise en contact. J'ai reçu un appel de Marc. On a échangé. Et dans la même semaine, il m'a dit, tu m'envoies 3 toiles. On va exposer dans une expo collective et voir la réaction du public. Et une fois que ces 3 toiles sont parties, immédiatement, il a tout vendu. Ensuite, il m'a dit, tu m'envoies 5 autres. J'ai envoyé 5 autres. Il a tout vendu. Et c'était, comment on appelle, en 2021, il a fait quelques expositions collectives réussies. Une fois à Miami, on appelle Entitled Miami. Donc, il a fait New York, Los Angeles aussi en même temps. New York, Los Angeles, Miami en 2021. Et après, il m'a demandé, mais tu es à Paris, les œuvres que tu produis, est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire? Je lui ai dit, bien sûr, je veux une exposition solo, c'est-à-dire une exposition personnelle uniquement moi. Exactement. Donc, il m'a dit, OK, bon, tu m'envoies les photos, je vais voir. Et j'ai envoyé les photos, il m'a dit, bon, on va planifier une expo solo 2022 pour toi à New York. Ça, c'est la première expo solo pour À toi. New York, ouais. Tu le fais à New York. Ouais. Mais dis-moi, comment est-ce qu'on le vit en tant que jeune Africain qui, pour la première fois, expose seul, mais dans un musée prestige à New York? Comment C'est est-ce une que, galerie. dans une galerie à New York, comment est-ce qu'on se sent? Oui, comment on appelle, c'était une fierté pour moi parce que c'est une opportunité rare. Il y a beaucoup d'artistes et trouver des opportunités comme ça, c'est très très rare. Et j'étais très content et je me suis dit, comment on appelle, c'est le fruit aussi de l'effort fourni. Voilà, j'étais très content, c'était une fierté, surtout étant à Bamako, il s'est retrouvé à New York. Comme je dis, il faut trouver les bonnes personnes au bon moment. Ah ouais. Ouais. Donc, dans ma vie, je ne cesse de remercier, comment on appelle, toutes ces personnes qui ont contribué à mon évolution. Et j'ai compris avec ma carrière que comment on appelle, le pouvoir des relations, elle est très très importante. Avoir des bonnes relations dans cette vie, c'est l'une des choses les plus importantes. Parce que l'argent, c'est quelque chose qui est bien, qui est utile, mais il faut savoir que l'argent ne peut pas tout régler dans cette vie. Comment est-ce que tu fais pour créer ce réseau? Comment est-ce que ça ne peut pas être juste une histoire de circonstances? Il y a sûrement des choses que tu fais. Est-ce que tu peux partager avec nos Oui, auditeurs des choses que tu fais pour pouvoir pas seulement être au bon endroit au bon moment, mais aussi connaître, gérer ces relations. Peut-être un petit exemple pour situer le contexte. J'ai discuté dernièrement avec mon beau-père, je lui demandais, il est en retraite, ça fait une quinzaine d'années, je lui demandais s'il fallait refaire aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment? Et il me dit donc, le relationnel, il n'a pas capitalisé dessus. Il aurait pu être très loin, les compétences qu'il avait, il aurait pu faire une grosse carrière dans son domaine d'ingénieur, électrotechnicien, mais il est resté juste un ingénieur parce que le relationnel, il n'a pas travaillé dessus. Et ça revient sur ce que tu disais tout à l'heure. Oui, c'est ce que je dis, les contacts, c'est comme une mine d'or.
mais il faut savoir l'exploiter. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Tu peux avoir des gens, ils ont 1000 à 4000 contacts. Et quand ils ont un problème, il n'y a pas une seule personne dans le contact à qui ils peuvent appeler pour venir en aide. Et là, dans ce contexte, ça ne sert à rien d'avoir tous ces contacts. Il vaut mieux avoir 5 contacts utiles qui peuvent te servir pour t'ouvrir des portes qu'avoir 1000 qui n'en valent pas la peine. Donc, les relations, je change. Il y a même des artistes, me contactent tout le temps. Mais comment tu fais que nous, on ne le fait pas? Mais tu as tout le temps les opportunités. Je dis, il faut entretenir les relations. Même avant de venir tout à l'heure, j'étais au téléphone avec 2 collectionneurs. Un avec 46 minutes d'appel. Souvent, je passe 3 heures de temps au téléphone avec le collectionneur. On parle de tout, de rien. C'est toi qui appelles, c'est eux qui C'est appellent. eux qui m'appellent. Tout à l'heure, avant de venir, ces 2 collectionneurs m'ont appelé. Mais on échange chaque jour avec les collectionneurs. Donc, la plupart du temps, il y a beaucoup d'artistes. Quand quelqu'un achète une œuvre, au moment de la transaction, il y a le contact. Mais une fois que c'est bon, ils s'en foutent réellement. Et ils peuvent contacter cette personne peut-être s'ils ont dans le besoin ou s'il y a un autre événement, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois, voire 1 an plus tard. Donc, mais moi, personnellement, j'essaie de familiariser les contacts. Du service après-vente. Exactement, c'est ça. D'entretenir les contacts, de ne pas m'intéresser le côté transactionnel uniquement, mais le côté humain. Donc, j'ouvre les débats, je pose des questions sur souvent des sujets qui n'ont rien à voir avec l'art. Par exemple, comment on appelle? Je demande à des collectionneurs qui sont dans le secteur financier comment ça se passe les bourses, comment ça se passe les investissements et tout. Donc, ils me partagent aussi leurs connaissances. Leur expérience. Leur expérience, exactement. Donc, ce côté, ça manque beaucoup les artistes. Bon, après, c'est vrai que la communication, elle n'est pas du tout facile. Parce qu'il y en a qui ont du mal à communiquer. Parmi les humains, il y en a où la communication est plus facile. La mise en contact aussi est plus facile pour certains, d'autres non. Donc, il n'y a pas de secret, il suffit juste d'entretenir le contact, même ne serait-ce un message par mois, juste pour prendre la nouvelle de la personne, c'est bon. Mais laisser le contact dormir pendant 1 an, 2 ans, et les jours si tu es dans le besoin, dès que tu appelles la personne, tout de suite tu vas se dire, mais ça fait 2 ans que je t'ai acheté une toile, et 2 ans plus tard tu me reviens de te rendre un service, mais désolé, je ne peux pas. Exact. Parce qu'il n'y a pas de familiarité. Ouais. C'est ça. Le contact s'est arrêté. Hein. Exactement, c'est ça. Donc, le contact, c'est une mine d'or. Donc, tu fais New York. Après avoir vendu toutes les toiles, tu fais la présentation solo. Et comment est-ce que tu fais pour réatterrir en Autriche? Oui, c'est. Moi-même, je ne m'attendais pas du tout de me retrouver en Autriche. Mais après, j'ai compris que la vie ne nous donne pas toujours ce qu'on veut ou ce qu'on aime, mais elle nous donne toujours ce dont on a besoin pour avancer. Ça, c'est. Je crois que tu dois, je crois que tu dois répéter cette phrase. La vie, elle ne nous donne pas toujours ce qu'on veut ou ce qu'on aime, mais elle nous donne toujours ce dont on a besoin pour avancer. D'où est-ce que tu sors cette phrase? Comment est-ce que tu arrives à ça? À cette conclusion? Oui, tout simplement parce que avec les expériences et les échecs que j'ai eus, c'est là que j'ai compris. Parce que à plusieurs fois, j'ai voulu certaines choses dans ma vie et ça n'a pas été le cas. Donc, Par exemple? par exemple, en 2020, quand je devrais aller à Paris, avec l'histoire de Covid, ça a annulé le voyage. Je n'étais pas content. Pour moi, c'était un échec. Et durant l'entente entre 2020 et 2021, j'ai eu une autre opportunité de collaboration à Paris. Et au moment où je devrais faire ma demande de visa, j'avais une lettre d'invitation de 3 mois. Et l'ambassade m'a dit il faut 6 mois. Et du coup, la première lettre d'invitation, j'ai contacté l'institution
à Paris. Ils m'ont dit non, on ne peut pas envoyer une lettre de 6 mois, on peut juste 3 mois. Et là, j'ai contacté cette marque à Paris qui s'appelle Le Moment, dont j'ai eu, comment on appelle, l'opportunité d'échanger avec eux à propos d'une collaboration une fois que je suis à Paris. Donc, j'ai expliqué la situation et immédiatement, ils m'ont envoyé la deuxième lettre d'invitation avec 3 mois. Ça veut dire que tu as collectionné 3 mois, 3 mois. Exactement. Et là, je me suis rappelé tout de suite que si mon voyage a été annulé parce qu'il fallait saisir cette opportunité. Et cette opportunité, son rôle, c'était de m'envoyer ma deuxième lettre d'invitation pour que je puisse aller à Paris. Et c'est là que j'ai compris, dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut ou ce qu'on aime, mais on a toujours ce dont on a besoin pour avancer. Et j'avais besoin de cette deuxième opportunité. Voilà, j'avais besoin, inconsciemment, je ne savais pas, mais la vie disait, il faut que Covid soit là pour annuler ton voyage. Parce qu'une fois que le voyage sera annulé, tu vas avoir cette opportunité avec cette maison de couture. Et cette maison de couture, son rôle va être en premier temps de t'aider à rentrer à Paris avec la lettre d'invitation. C'est bon, un peu. Je comprends, je comprends. Voilà, donc c'est ça. Mais on n'est pas encore, on est toujours pas arrivé à l'Autriche. Comment est-ce que tu... Oui, pour l'Autriche, en 2022, j'ai été contacté sur Instagram par ma galerie autrichienne qui s'appelle AG Digit Galerie. Et il a vu mon travail sur Instagram. Il m'a dit, j'aime ton travail, j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble. J'ai dit, OK. On a fait une première expo collective. Après, je pense en fin 2022 ou au milieu 2022, il m'a dit, bon, je vais te faire une expo solo, pour toi seul. Et je suis venu pour 4 ou 5 jours comme ça en Autriche pour cette expo. Et je suis rentré. En 2023, je continue le travail et j'ai eu le prix en Afrique du Sud. À Cape Town. À Cape Town, oui. Et avant ça, j'avais mon expo solo aussi Los Angeles. Ma première expo solo à Los Angeles avec ma galerie à New York. C'est la même galerie, mais ils ont un espace à Los Angeles, un autre à New York. Donc, j'ai été à Los Angeles pour 4 jours pour l'expo. Ensuite, je suis venu à New York pour 13 jours. Et là, j'ai produit les œuvres que je devrais exposer seul aussi à Cape Town. Donc, durant ce processus, mon galériste ici à Vienne, il m'a dit, bon, après tes programmes, est-ce que ça t'intéresserait de venir pour une résidence d'1 an à Graz? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème, ça serait avec plaisir. Donc, on a tout coordonné. Je suis parti à Graz. Bon, avant d'aller à Graz, j'étais en Suisse. J'ai été contacté par la fondation White Space Black Box qui ont vu mon travail à Cape Town, qui m'ont contacté pour 1 mois de résidence avec une expo. Et après cela, je suis allé à Graz. J'ai passé 1 an. Et j'ai eu l'opportunité d'exposer au musée Kunsthaus à Graz avec un reportage avec la télévision nationale et pas mal d'opportunités. Et avant de finir cette résidence, le galériste m'a dit, bon, quand tu termines, est-ce que ce ne serait pas bien aussi de tenter le concours d'entrée aux Beaux-Arts de Vienne, Académie? Bon, au départ, je n'étais pas chaud. Pourquoi tu n'étais pas chaud? Non, bon... c'est une prestigieuse université. Oui, c'est une prestigieuse université, oui. Donc après, je dis, bon, il n'y a pas de problème, je vais tenter ma chance de voir. Et je fais le concours. Et finalement, je l'ai eu. Mais mon plan, c'était d'aller à New York. J'avais demandé un visa de travail que j'ai eu côté États-Unis. Et au même moment que j'ai eu le visa, il y a eu cette opportunité. J'ai dit, bon, tu as vu, ça revient encore. Je n'ai pas toujours ce que je veux ou ce que j'aime. La vie m'offre ce qui est bien pour moi. Donc, ça veut dire, en fait, faire l'université des Beaux-Arts à Vienne, c'est ce dont tu as besoin et non ce dont tu veux, qui est... Voilà, aller à New York, c'est ce que je voulais, c'est ce que j'aimais. Mais la vie m'a dit, non, tu viens dans cette université. Et c'est là qui est mieux pour toi, même si tu n'aimes pas. Mais tu vas le faire.
Donc, je suis là aujourd'hui. Et comment se passe la vie là-bas à l'université? Oui, ça va, ça se passe bien et il faut reconnaître que c'est une université qui a compris le sens d'être artiste parce que pour un artiste, la liberté elle est très très importante. Donc, dans cette université, il y a la liberté totale. C'est toi qui décides quels sont les cours que tu veux prendre et tu as ton atelier. Voilà, tu es libre. Donc, ça, c'est vraiment important. Et aussi, les professeurs, ils sont bien, ils font pas de pression. Mais pendant les études, tu continues à faire des expositions ou... Bien sûr, Bien sûr. bien sûr, je continue à faire des expositions et ça n'arrête pas parce que, comment on appelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas les mêmes chances que moi, mais moi, j'ai déjà des engagements avec les galeries. Donc, euh, c'est obligatoire pour moi de continuer à travailler et je ne vis que de l'art. Je ne fais aucun autre travail pour le moment. Oui, mais bon, quand on entend le nombre de tableaux vendus jusqu'ici, tout à l'heure, j'ai regardé les prix de tes tableaux, on commence à partir de 3 000, 5 000, on va jusqu'à 15 000 euros. Ouais. Ça veut dire que tu roules sur l'or, en fait. Bon, on peut dire. Pas forcément. Je sais que pour nous, Africains, c'est toujours un peu un tabou de parler argent. Ouais. Dirais-tu que tu vis de ton art aujourd'hui? Oui, depuis 2018 jusqu'à présent, Dieu merci. Même si les ventes ne sont pas régulières, voilà, j'arrive à vivre de ça. Dis-moi, entrons encore un peu plus en profondeur dans ton métier. Dis-moi, tu as dit tout à l'heure que tu as commencé à faire des croquis en biologie. J'ai essayé je suis pas quelqu'un de l'art, mais j'ai essayé de comprendre un peu ce que tu présentes dans tes tableaux. Mais j'aimerais que tu nous expliques un peu quelles sont les thématiques que tu essaies de, de vulgariser ou bien de présenter à travers les tableaux que tu peins. Bon, en matière de thèmes, je peux toucher à tous les thèmes, ça dépend ce qui m'inspire. Par exemple, mon premier thème, c'était le Corée-Louga, c'est une société traditionnelle secrète initiatique au Mali, dont leur but est d'amener la paix, la joie, l'entente dans l'atmosphère sociale et mettre fin à toutes les situations conflictuelles. C'est des gens qui sont très libres dans la pensée et ils disent ce qu'ils veulent et ils font ce qu'ils veulent. Donc, je me suis inspiré de cette société lors de ma soutenance et aussi après ma soutenance. Et c'est à travers cette société que j'ai ces personnages un peu hors normes qui ne respectent pas les règles académiques. Voilà, donc c'est une sorte de révolte interne et aussi, comment on appelle, une liberté interne parce que c'est des gens qui sont très très libres. Donc un jour dans l'atelier, j'ai pris le pinceau et j'ai fait un mouvement libre. J'ai placé les deux yeux et la bouche. Et au fil du temps, j'ai continué à améliorer ces personnages. Donc le premier thème, c'était le Corée-Louga. Le thème de 2022, lors de mon solo en New York, c'était soif. Pas que la soif d'eau, mais tout ce qui est l'envie et le désir de l'humain, parce que nous venons dans cette vie étant assoiffés et on est assoiffés. C'est-à-dire, on vient une fois, comment on appelle, on devient majeur ou adulte, on a des responsabilités, on a des envies, on a des désirs qui n'en finissent pas. Et on met en laissant derrière nous des choses qui n'ont jamais été accomplies. Donc, Cette soif. voilà, parler de cela, soif de pouvoir, soif de liberté, soif d'amour et tout, soif d'immigration, ça parlait de cela. Et donc, il y a eu pas mal de thèmes. J'ai aussi vu, tu as parlé il y a certains tableaux qui illustrent la corruption, par exemple. Ouais, effectivement. Donc, je touche à tous les bouts de la société. Donc, j'aime faire réfléchir, faire rire, faire ressentir aussi les émotions les plus profondes à travers mes œuvres. Tout à l'heure, tu nous briefais un peu les différentes thématiques
de tes tableaux, mais au-delà de ça, tu nous as expliqué de fond en comble les différents séjours artistiques que tu as fait jusqu'ici, partant de Bamako jusqu'à New York, passant par la Suisse. Aujourd'hui, tu atterris en Autriche. Pour un jeune Africain qui nous écoute en Afrique, il croirait que, voilà, jusqu'ici, il n'y a pas de difficulté. Tu ne rencontres pas de difficultés. Mais de l'autre côté, on sait ce que c'est que être africain en Europe. On sait ce que c'est que demander le visa pour pouvoir se déplacer. Pourrais-tu nous donner 2, 3 anecdotes des choses que tu as pu traverser jusqu'ici pour pouvoir amener les gens à comprendre que derrière un succès, derrière un développement, il y a beaucoup de frustrations. Les frustrations qu'on vit, c'est les frustrations que tous les Africains vivent aujourd'hui. Exactement. Oui, une question intéressante. La mobilité, que tu sois artiste ou non, comme tu as dit, étant africain déjà, quand tu parles de mobilité, c'est un réel problème. Moi, personnellement, en 2020, quand je devrais partir au Maroc, j'ai demandé 4 fois le visa marocain. Ils m'ont refusé. Et en ce moment, j'étais en contact avec le directeur de l'Institut français, Patrick Giroud. Je lui ai expliqué la situation et on était en dehors de Bamako. Il m'a dit, en rentrant à Bamako, fais-moi signe. Donc, le lundi, c'était un lundi, je lui ai fait un signe et il m'a dit, j'ai compris la situation. Il a raccroché et mardi, j'ai reçu un appel de l'ambassade du Maroc en me disant, c'est toi, monsieur Magassa, vous pouvez aller en ligne pour remplir le formulaire de visa encore. Je l'ai fait, ils ont refusé pour la 5e fois. Et j'ai rappelé le directeur, je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, t'inquiète pas, j'ai dit à l'ambassadeur, s'il te refuse le visa, c'est comme s'il me refuse. J'ai dit ok. Et le mercredi, j'ai reçu un appel venant de Rabat, du Maroc. On dit, bon, tu vas encore remplir le formulaire, le samedi, on t'envoie le visa. Chose faite, et samedi, j'ai reçu le visa. Mais comme au même moment, je devrais aussi déposer mon passeport au consulat français pour, après le Maroc, aller à Paris pour ma résidence. Et j'avais déjà déposé mon passeport à l'ambassade française de Génie. Et samedi, j'ai eu le visa marocain. Donc, le samedi, en 8, je devrais partir au Maroc. Maintenant, les choses deviennent compliquées. Mon passeport est bloqué à l'ambassade française. J'ai le visa marocain. Et j'ai appelé un ami en lui expliquant la situation. Il m'a dit c'est impossible parce que quand tu déposes ton passeport, c'est 10 à 12 jours minimum. À l'ambassade de France. À l'ambassade, oui. Ouais. Donc, tu ne peux pas aller au Maroc. Je ne peux pas aller au Maroc. J'ai dit bon, d'accord, j'ai compris, mais je vais y aller. Et tout de suite, j'ai rappelé Patrick, le directeur. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit j'ai compris. Il a raccroché. Le lundi, l'ambassade de France m'appelle en lui disant de venir récupérer mon passeport. Et ils ont mis le visa aussi. Donc, je suis allé au Maroc avec mon passeport, ensuite avec le visa français. Ouais. Donc ça, c'était la première expérience avec le visa. Le deuxième, c'était avec les États-Unis. Ils ont refusé 2 fois, sous prétexte que je suis célibataire, donc en pensant que quand je vais arriver aux États-Unis, je vais me marier avec une Américaine et je vais plus revenir. Donc, du coup, la 3e fois, c'était en 2023. Je devrais aller pour mon 2e solo show aux États-Unis, à Los Angeles. Et j'avais un rendez-vous, c'était un mardi. Et le samedi, avant de partir, il y avait une exposition chez l'ancien ambassadeur maintenant il est ancien, ambassadeur de l'Union européenne à Bamako. En partant, j'ai rencontré un journaliste de TV5 Monde et on a échangé. Ensuite, on s'est retrouvé encore chez l'ambassadeur de l'Union européenne. Et il m'a demandé, mais tu travailles avec les États-Unis? J'ai dit oui. Il m'a dit, mais tu n'as jamais été là-bas? J'ai dit non, j'ai jamais été aux États-Unis. Il m'a refusé 2 fois, sous prétexte que je suis célibataire. Et il m'a dit non, c'est pas possible. Il m'a dit attends, j'arrive. Il est parti appeler une dame qui travaillait à l'ambassade d'Allemagne.
Il lui a expliqué la situation. Et après, il a demandé à cette dame, mais est-ce que tu connais quelqu'un dans l'ambassade des États-Unis? Cette dame a dit oui. La consul des États-Unis est présente ici ce soir. Pourtant, je vais lui expliquer la situation. Et après, elle est venue me voir, elle m'a dit, bon, je te fais la présentation. Et on a fait la présentation avec la consul. Mardi, je suis allé à l'ambassade, j'ai déposé et ils ont accepté de me donner le visa. Mais je n'ai pas eu le visa une semaine plus tard. C'était normalement une semaine plus tard, mais ils m'ont appelé, ça n'a pas marché le réseau. Et ils ont déposé mon passeport pendant 1 mois et 15 jours. Donc, je fais des allers-retours. Je n'avais pas de rendez-vous à l'ambassade. Et mon départ, c'était un samedi. Et le vendredi, je suis venu devant la porte. Il y avait un gardien qui m'a dit, laissez-le rentrer parce que je le connais, ça fait 1 mois. Qu'il est là. Tout. Voilà, donc laissez voir ce qui ne va pas. Je suis rentré et j'ai eu mon passeport le samedi. Je suis allé aux États-Unis. Donc, 24 heures avant mon voyage, j'ai eu mon passeport et le visa des États-Unis pour y aller. C'était un peu pareil avec l'Afrique du Sud aussi. C'est un vrai problème, quoi. Oui, c'est un réel problème. C'est un réel problème que tu sois artiste ou pas, mais dans tous les domaines confondus, avoir les visas, c'est comment on appelle, c'est vraiment un réel problème. On a l'impression comme si, bon, je ne peux pas dire ce terme-là, mais voilà. Non, je peux le dire. Ouais. Non, c'est en réalité, une fois que tu es africain, il y a beaucoup de choses dont tu n'as pas accès facilement dans cette vie. Et je pense nos administrations, ils devraient vraiment voir ces côtés. Parce que et la chose la plus bizarre, c'est que étant artiste, tes œuvres que toi tu as créées arrivent à faire le tour du monde, mais pas celui qui a fait les œuvres. Donc c'est incompréhensible ce processus. Tu fais les œuvres, ça passe partout. Mais toi-même, tu ne bouges pas. Non, tu ne bouges pas. Mais tes œuvres bougent. Tout simplement parce que tes œuvres, ce sont des produits qui permettent, comment on appelle, de faire tourner l'économie. Ouais. Parce que le transport, les impôts, donc les États, ils ont quelque chose à voir. Donc ils ne vont pas empêcher. Mais toi, étant personne, souvent on s'en fout probablement. Mais en oubliant que, en faisant voyager un artiste, il va payer un billet d'avion, il va payer les impôts quand il va arriver. Il va payer l'hôtel. Voilà, donc il va aussi investir en plus de son travail. Donc, et il va s'investir encore en termes d'innovation, en termes de résultats, en côtoyant des autres artistes. Exactement. Mais je pense que ce problème de visa, surtout, c'est parce que dans la plupart du temps, ils se disent quand les Africains viennent, ils ne veulent pas rentrer chez eux. Donc c'est cette mentalité qui est là. Bon. Mais toi, tu es un cas, tu as voyagé, tu es rentré, tu as voyagé. Crois-tu vraiment que si aujourd'hui les Africains avaient la possibilité d'aller et de rentrer, ils resteraient? Bon, je ne peux pas parler à la place de tout le monde parce que chacun a ses intentions. Il y a beaucoup, quand ils vont avoir l'opportunité, ils ne vont jamais retourner. Donc, il y a, par exemple, comment on appelle? C'est vrai aussi que, par exemple, chez les musiciens, souvent, ils amènent pas mal de gens avec eux, comme des chorégraphes ou autres. Et il y en a qui restent. Voilà, il y en a qui restent définitivement. Donc, ils disparaissent dans la nature. Donc, et ces cas aussi, quand souvent c'est difficile au niveau administratif, on peut comprendre parce que ces genres de cas, si ça se répète à plusieurs fois, les administrations occidentales ou américaines, ils seront obligés de prendre des mesures. Parce que il faut reconnaître que les gens veulent venir en Occident ou aux États-Unis, mais en réalité, ce n'est pas la même réalité qu'en Afrique. Vivre dehors ici, c'est catastrophique avec le froid qu'il y a et c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. On s'en fout. Qu'est-ce que tu entends par chacun pour soi? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais il n'y a pas ce côté social développé comme en Afrique. Les gens, ils vivent dehors ici à un moment, ça peut être comme de la folie, quoi. La dépression va te dépasser à un moment, tu deviendras quelqu'un qui est fou sans te rendre compte. Parce que tu vis dans une solitude. C'est plus que pire que la prison. C'est pire que la prison. Parce que tu es libre, mais la différence entre toi et un prisonnier est que le prisonnier, il vit dans un cercle fermé.
mais il a les contacts, que ce soit avec les gardes ou d'autres prisonniers. Oui. Mais toi, tu es dans la rue, tu vois tout le monde, mais tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre d'acheter à manger ce que tu veux, d'aller où tu veux, ou de faire quoi que ce soit que tu veux. Non. Même pour aller aux toilettes, tu n'es pas libre. Tu as dit tout à l'heure que à travers ces difficultés, les choses se sont toujours soldées par le biais de tes relations. Ouais. On a parlé de fond en comble au début du relationnel, du travail, des contacts. Que dirais-tu de... Qu'est-ce que les gens avec qui tu travailles pensent de toi? Parce que si tu as cette facilité à côtoyer des gens, si tu as cette facilité à cette familiarité avec les gens, sûrement il y a des caractères que tu as et que probablement ça permet cette socialisation. Exactement. Ouais. Oui, comment on appelle ça? Le côté loyal et aussi côté sérieux et l'engagement aussi. Tout ce que je dis comme engagement ou quand je promets quelque chose, je le fais, que ce soit avec les galeristes ou les collectionneurs, même dans la vie courante. Donc, je tiens à mes paroles. Et Donc, d'où c'est là. devient ça? Hmm? D'où devient ce caractère? Oui, parce que j'ai compris que dans la vie, quand tu perds, comment on appelle, quand tu perds de l'argent, tu n'as rien perdu. Quand tu perds ta santé, tu as perdu quelque chose. Mais quand tu perds ta réputation, rassure-toi que tu as tout perdu. Donc la réputation, on doit la protéger comme le tunnel de nos yeux. Venant d'un jeune, c'est fascinant d'écouter de tels propos. Voilà, donc j'ai compris l'utilité de la réputation. Et c'est là, je me suis dit, dans tout ce que tu fais, c'est pas le compte en banque ou la visibilité ou quoi que ce soit qui compte. Parce que c'est des choses, si une fois que tu as la mauvaise réputation, tu peux perdre toutes ces choses en une seule fraction de seconde. Intéressant. Voilà, mais quand tu as une bonne réputation, non seulement les informations, ça passe. Oui, cette personne, c'est un gars loyal, il est honnête, il est sérieux dans ce qu'il fait. Et tout de suite, on fait la promotion de ta réputation en ton absence. Et ça peut facilement créer la confiance avec des gens dont tu n'as pas encore rencontré. Et ces personnes vont venir à travers ce qu'ils ont entendu de toi. Et quand ils viennent vérifier que c'est vrai, tout de suite, ouais, c'est quelqu'un à qui on peut compter. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Compter, voilà. Si aujourd'hui, il fallait faire une projection, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Tu es encore pour quelque temps en Autriche jusqu'à ce que tu finisses Ouais. les études. Ouais. C'est un cycle master. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, dans 5 ans, j'aimerais bien être dans le plus prestigieux musée au monde et aussi dans la plus grande collection au monde, mais aussi avec la chance, si j'arrive à vendre, essayer d'avoir un centre culturel à Bamako pour au moins impacter la société et aussi les jeunes comme moi pour les encourager, les motiver aussi et aussi les tout petits pour les initier aussi dans la... C'est important pour toi impacter? Oui, c'est important pour moi. Dans la vie, dans n'importe quel domaine, c'est toujours bien d'impacter la société de façon positive. C'est comme un entrepreneur. Quand tu crées de l'emploi, tu impactes la société, tu apportes quelque chose à la société, aux personnes. Et le fait que tu crées une entreprise, quand tu as des salariés, le fait que tu les payes, ça permet à ces gens-là d'avoir une vie décente et de pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, tu impactes de façon positive la société. Et ce projet, c'est un projet de création, c'est une école d'art, c'est un atelier. Quelles sont de façon concrète Bon, c'est, comment on appelle? On peut avoir le tout dedans parce que quand, par exemple, tu appelles les enfants de 5, 10, 15, 20 ans ou voire plus et que tu leur parles ou tu les apprends à dessiner ou à peindre, c'est une formation. Donc, c'est comme ça se passe dans une école. Exactement. Voilà, donc il y a aussi des ateliers pour les artistes de même promotion que moi.
Parce qu'à Bamako, il y a à peu près 4 collectifs d'artistes où la plupart sont des sortants d'école d'art. Se sont réunis. Moi-même, j'ai un collectif qui s'appelle Samar. Euh, les gens se réunissent, 10, 15 ou plus. Chacun cotise chaque mois. Et chacun a une maison, une villa tout entière. Et ça sert de création. On dort là-bas, on mange là-bas et on organise des expositions là-bas. Donc, quand il y a un centre culturel, non seulement ces choses-là peuvent se faire, des expositions, des résidences, et aussi même quand ça va bien marcher, tu peux avoir des partenariats à l'étranger où souvent tu peux faire venir d'autres artistes ou peut-être des enseignants qui peuvent venir échanger avec les artistes. Jusqu'ici, tu es juste en train de penser le projet ou bien as-tu déjà du financement, tu es à la recherche du financement, comment est-ce que ça se passe? Non, j'ai pas eu de financement, mais à la recherche, si j'ai eu la chance d'avoir. Mais pour le projet, c'est quelque chose qui est déjà écrit. Et l'endroit où ça doit se faire, il y a déjà l'endroit. Voilà, donc avec le temps, quand j'arrive à avoir comment on appelle, des entrées financières personnellement, si je peux le faire, je le fais personnellement. Mais ça n'empêche si j'ai eu aussi des financements, ça pourrait aussi m'aider. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes en Afrique qui le font et ça impacte la société. Par exemple, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, il y en a des centres comme ça qui sont créés par des artistes. Même au Mali, il y a un artiste, Amadou Sango, il a fait un centre pareil. Il avait reçu des financements jusqu'à 80-90%, on va dire. Mais avec la situation politique du Mali, le financement s'est arrêté et du coup, le projet n'a pas pu terminer jusqu'à présent. Parlant du Mali, quelles sont les relations qu'un artiste comme toi a avec l'administration culturelle du Mali? Bon, moi, personnellement, je n'ai pas de relation au niveau administration culturelle au Mali. Bon, euh, la culture, que ce soit au Mali ou dans l'Afrique de l'Ouest, les ministères de la culture sont pas aussi investis ou intéressés comme il se doit dans tout ce qui a les consorts. De temps en temps, bon, actuellement, le ministre actuel au Mali, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est un homme de culture parce qu'il est organisateur d'un festival au Mali, plus de 20 ans, festival sur le Niger et aussi Seboa, qui est dédié aux artistes plasticiens. Donc, même récemment, je pense qu'il y a 1 ou 2 semaines, il a fait des dons aux artistes plasticiens. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui pense aux artistes et qui a mis pas mal de choses en place. Par exemple, il n'y avait pas d'assurance maladie pour les artistes. Il a mis ça en place. Donc, on peut dire qu'il a été l'une des personnes vraiment qui commence à s'intéresser au domaine artistique en général. Tout à l'heure, tu parlais de ta volonté d'impacter les jeunes, rester sur place au pays pour Oui. pouvoir développer leur talent. Du haut de ton expérience aujourd'hui, s'il fallait donner un conseil à un jeune Africain qui nous écoute aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de croire en ce qu'il fait, parce que être artiste, c'est d'abord croire en soi et en ce que tu fais. Et surtout, aimer ce que tu fais. Te faire plaisir d'abord avant les autres. Après, comme je disais, entretenir les relations. Qu'est-ce que tu entends par se faire plaisir avant les autres? Ouais, parce que, comment on appelle, aujourd'hui avec les galeries, il y a des artistes qui travaillent en fonction de ce que disent les galeristes ou les collectionneurs. Pour ça, ça marche en ce moment, il faut que tu peignes comme ça. Il y a des artistes qui le font, personnellement, on voit un peu le style de cet artiste vend à tel millier d'euros ou tel million d'euros, donc je vais peindre comme cet artiste. Donc, en oubliant de se faire plaisir, c'est-à-dire ce qu'il ressent et ce qu'il souhaite faire. Donc, il fait comme l'autre ou à travers les suggestions des autres. On peut écouter les conseils, mais pas forcément, tout n'est pas à prendre. Donc, il faut avoir, comment on appelle, quelque chose qui est unique à toi, un style. Bon, c'est quelque chose qui est difficile
Parce qu'il n'y a pas une école au monde qui t'enseigne comment trouver un style. Il n'y a pas un processus aussi. C'est quelque chose qui vient en travaillant et souvent de façon hasard. Et donc, il s'agit de ça. Croire en soi, se faire plaisir et entretenir les relations avec ceux qui sont intéressés à ton travail. Et ne pas attendre que tout vienne à toi. Il faut sortir de sa zone de confort pour aller vers les personnes qui sont dans le milieu, que ce soit comment on appelle, des collectionneurs, des curateurs, même souvent des galeries. Voilà. Donc, il ne faut pas rester sur place uniquement dans ton atelier. Et aussi, la carrière d'un artiste, c'est comme une entreprise. Mais le problème est que, ou sinon la différence entre un artiste et un entrepreneur, c'est que dans une entreprise, il y a une personne qui s'occupe de la comptabilité, gestion des ressources humaines, etc. Mais si tu es un artiste, tu es seul. Tu Tu gères fais tout. Voilà. Il faut être polyvalent. Exactement. Donc, tu gères tout cela. Et c'est pas du tout un travail facile et ça ne s'arrête pas uniquement à la création d'œuvres. Parce que ta carrière, les galeristes, ils jouent un rôle dans ta carrière, mais je peux dire 80%, ça revient à toi. Et ce que tu veux, où est-ce que tu veux aller et avec qui et comment. Parlant de carrière, s'il fallait aller dans tes expériences, piquer une ou deux expériences qui restent dans ta mémoire, quelles sont les expériences que tu partagerais avec nous? Moi, je dirais le prix que j'ai eu à Cape Town avec la Fondation Norval. Donc, ce prix, ça m'a donné de la visibilité et aussi des opportunités parce que c'est le plus grand prix en Afrique, sinon, voilà, l'un des plus grands prix. En tout cas, en Afrique, je ne connais pas un prix qui est plus grand que ce prix. Donc, c'était un honneur pour moi parce que c'était une compétition. Il y avait même une artiste sud-africaine qui est née en 1935 qui faisait partie du concours. Donc, il y avait pas mal d'artistes qui sont connus et qui sont déjà établis, qui faisaient partie, dont j'ai eu la chance d'être le gagnant de ce prix. C'était un très grand honneur pour moi. Et aussi ma première expo à New York. C'était aussi Un moment de fierté. voilà, ces deux événements m'ont marqué. Tous les événements m'ont marqué parce que voilà, c'est des opportunités que j'ai eues qui étaient vraiment rares. Mais ces deux, principalement, ouais. S'il arrivait, par exemple, que, que tu aies la possibilité de travailler dans une retraite, comme tu expliquais tout à l'heure, avec un peintre connu, quel serait ce peintre? Bon, je peux dire là, il y a deux peintres. L'un, c'est malien, Abdoulaye Konaté. Je pense que c'est le plus grand artiste malien, connu mondialement, mais récemment, il est impliqué en Afrique du Sud. Euh, il travaille avec des tissus, différentes couleurs. Voilà, donc la manière dont je traite aussi souvent mes personnages avec des différentes petites touches de couleurs, ça rime avec sa technique, mais lui il travaille uniquement avec les tissus, les basins. Donc, je me vois et je peux faire quelque chose avec lui. Il y a aussi, comment on appelle, l'artiste ghanéen Amoko Gwafo, qui est aujourd'hui connu, qui a démarré sa carrière comme il le faut à Vienne ici. Ouais, je vois Alexandre, il exposait ici à Belvedere. Voilà, donc, ouais, j'ai été à l'ouverture de sa fondation à Accra en 2023. J'étais là-bas, mais on n'a pas de contact personnellement. Mais je pense, peut-être cette année, Ça ouais, devrait. il y aura des opportunités où on va forcément se croiser. On a fait déjà une expo ensemble à Accra. Lors de mon passage, c'était une expo collective avec lui et avec cet artiste malien aussi. Et pour terminer, en général, nous qui ne sommes pas artistes, nous qui sommes dans le monde courant, le travail qu'on fait, on apporte une solution, on résout un problème. Pour toi, artiste, quel est le mal quel est le mal que tu guéris? S'il fallait quantifier, s'il fallait toucher ce que tu fais,
qu'est-ce que tu apportes comme solution en tant qu'artiste? Une très bonne question. Alors, un artiste, je peux dire, c'est la voix des sans-voix. Parce que l'artiste est capable de dire des choses, que ce soit à la musique ou la peinture ou autre. Les artistes peuvent dire les mots, c'est-à-dire les difficultés de la société à travers leur art et devant n'importe qui. Et tout le monde n'a pas cette capacité ou cette opportunité. Par exemple, à travers le théâtre, on peut jouer un sketch qui parle de la réalité du pays devant le président de la République. Et on peut même faire des choses à travers l'humour, mais dont le président il va se voir visé. Et c'est des réalités, des faits qui sont là. C'est pareil avec la peinture. Donc tu dénonces les situations. Par exemple, l'année dernière, il y a un peintre guadeloupéen qui a fait une peinture à propos d'Emmanuel Macron, il a coupé la tête d'Emmanuel Macron et il a porté plainte contre l'artiste. Le président français. Le président a porté plainte. Ça veut dire le message est passé, quoi. Voilà, le message est passé. Ça, je l'ai dit, comment on appelle on véhicule des messages pour sensibiliser, pour éduquer, mais aussi souvent pour choquer, pour éduquer. Souvent, il faut choquer pour éduquer. Il ne faut pas souvent. Il y a des choses où il ne faut pas, comment on appelle, caresser dans le sens du poil. Donc, il y a des choses, tu dis, telles qu'elles sont. Donc, étant artiste, on éveille les consciences. Parce que souvent, il y a des choses qui sont là où les gens ne font pas attention, où les gens font attention. Mais on les murmure sous les oreilles. Mais les artistes ont la capacité de dire ça plus haut à travers leurs pratiques. C'est là, et souvent, on appelle, à travers les dénonciations des artistes, ça peut apporter souvent des solutions à des problèmes. Parce que quand les concernés vont se sentir visés, on dit bon, là maintenant, il va falloir qu'on réagisse parce que le public a entendu ou le public a vu, donc il faut qu'on essaie de trouver une solution avant qu'il y ait une révolte de la population. Et du coup, les artistes, souvent, ils dérangent le système. Parce que nous vivons dans un système, dans un filet. Ça a été, comment on appelle, le thème de mon expo à quel temps, le filet du système. Donc, nous vivons dans un système où tout est. Ouais, le monde vit sur le mensonge, la falsification, la trahison et la corruption. Le monde vit sur ces 4 aspects et qui est tenu par la religion, la science, la politique. Donc, les artistes arrivent à comprendre ou à aller au-delà de tout cela pour véhiculer des messages, pour éveiller et sensibiliser la population. Donc, moi, j'ai des œuvres où les collectionneurs me disent non, je ne peux pas approcher cette œuvre chez moi parce que le message est très fort. Donc, c'est dérangeant cette toile. C'est dérangeant. Voilà. On me le répète. Beaucoup me disent non, j'aime ton travail, mais en réalité, le sujet que tu abordes, c'est dur le sujet à accrocher à la maison et tout. Voilà, donc c'est bien de faire des œuvres qui sont sympas et tout. Je dis, mais d'accord, c'est bien, mais je ne peux pas uniquement faire des choses qui vous plaisent. Je peins d'abord pour faire plaisir à moi-même. Après, que ça te plaise ou pas, cela n'est pas mon rôle. Cela n'engage que toi, parce que c'est ton ressenti. Qu'est-ce que tu dirais pour le mot de fin? Pour le mot de fin, je reviens à ce mot-là que j'ai dit au départ. Dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut, on n'a pas toujours ce qu'on aime, mais la vie nous donne toujours ce dont on a besoin pour avancer. Merci, c'est déjà. Merci. Et à vous qui nous écoutez, si de tels échanges vous ont plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, car ça nous fait plaisir. Ça va permettre à la chaîne de grandir et ça va aussi nous donner l'opportunité d'avoir de plus en plus des invités de calibre. Merci de nous avoir écoutés et à plus. C'était Pierre Latonque.